Bonjour, Comment vous appelez? Yasmine Guenot. Quel est votre métier? Alors, je suis spécialiste de l'éducation numérique et l'éducation numérique, c'est de permettre que les réseaux sociaux et Internet soient une chance dans la vie des jeunes. Et pour cela, il faut d'abord leur apprendre à se protéger des dangers en ligne. Et spécialiste du cyberharcèlement. Et comment vous faites pour les protéger des dangers? Alors, comment fait-on pour les protéger des dangers en ligne? Eh bien, on les informe déjà, parce que les dangers arrivent, mais nul n'a formé ni les parents ni les enfants, donc on pose des mots dessus, on leur explique pourquoi et comment cela arrive, et ensuite comment peuvent-ils s'en protéger. Avec Net Respect, l'association que j'ai créée, je travaille sur le besoin que l'on a aujourd'hui d'éveiller les consciences à tout cela, sur cette révolution numérique, sur ses avantages, sur ses impacts et sur ses défis. Et pour cela, il faut éveiller les consciences, mais éveiller les consciences de tout le monde, et notamment des plus jeunes, parce qu'il s'agit de leur avenir. C'est quoi la différence entre le cyberharcèlement et le harcèlement classique? Dans mon approche holistique sur la question du numérique chez les jeunes, je ne travaille pas en silo, c'est-à-dire que je ne compartimente pas les dangers. Donc pour moi, je n'ai jamais parlé de harcèlement et de cyberharcèlement, puisqu'il n'y a pas de frontières. Donc on parle tout simplement de harcèlement. Il n'y a pas harcèlement scolaire et cyberharcèlement aujourd'hui. Il n'y a pas de frontière entre vie réelle, vie hors ligne et vie en ligne. Donc il y a tout simplement du harcèlement, pardon. Quel est le rôle des parents et de l'éducation nationale dans la prévention du cyberharcèlement? Alors aujourd'hui, pour prévenir et prémunir les jeunes contre le harcèlement, déjà il y a un constat qu'il faut faire, c'est que bien souvent, la position de harcelé, de la personne qui est harcelée, elle peut aussi occuper une position de harceleur. Et ça, souvent, c'est ignoré. Donc harcelé, harceleur et complice, puisqu'on a ceux qui diffusent, on les appelle les complices, et puis ceux qui sont spectateurs. Donc aujourd'hui, quand on est un parent, plutôt que de craindre que son enfant soit harcelé, il faut prendre en compte les deux positions que peuvent éventuellement occuper son enfant. C'est-à-dire qu'il peut être harcelé, mais il peut être aussi harceleur. Donc il ne faut pas toujours voir les situations de harcèlement vécues en étant des victimes. Déjà la première chose. La deuxième chose, c'est d'expliquer régulièrement à son enfant, de travailler en empathie avec son enfant. Ça, tous les parents devraient le faire et très tôt. C'est-à-dire, la question des écrans repose la question de ce que l'on ressent. Qu'est-ce que tu ressens? Mais qu'est-ce que l'autre derrière son écran peut ressentir? C'est ce qu'on appelle les cours d'empathie. Travailler la question de l'empathie et de la gestion des émotions font partie des nouvelles compétences à développer au XXIe siècle, à l'ère du numérique. Donc là, c'est une première chose que pourraient faire les parents. L'éducation nationale a un rôle, mais primordial à jouer, puisque c'est là où on a tous les enfants. Donc on ne peut pas demander seulement aux parents de gérer ce problème. Il faut aussi que l'éducation nationale prenne en compte tout cela et que les cours d'empathie soient diffusés très tôt. Est-ce que les cours d'empathie suffisent? Non. Il nous faut aussi développer l'esprit critique des jeunes. C'est-à-dire qu'ils doivent analyser les situations, ils doivent pouvoir prendre du recul. Et troisièmement, il y a un autre élément qui est très important et qui font partie des compétences des jeunes au XXIe siècle, c'est la gestion des conflits. On l'a vu, l'actualité avec notamment l'affaire de Samara a montré que les jeunes aujourd'hui réglaient leurs problèmes, leurs différends, leurs conflits par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se faire justice et ils vont rendre la justice. Et ça, là, on vient prouver qu'il n'y a plus d'adultes. Ils n'appellent pas à l'aide aux adultes, ils n'ont plus besoin d'adultes et aujourd'hui règlent leurs conflits. Et le cyberharcèlement, c'est tout ça. Je rappelle que dans l'affaire Samara, il y a eu l'histoire d'un faux compte. Bon, ça existe depuis très longtemps, l'histoire des faux comptes. Et ce qui m'a moins choqué, mais qui a l'air de moins choquer les journalistes, c'est que dans un premier temps, la jeune fille qui a harcelé Samara, de ce que j'en ai entendu, bien sûr, c'est qu'elle a fait un appel au viol. Ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est là où je viens dire, attention, on est sur des générations de jeunes qui font la justice. Ils se rendent justice parce qu'il n'y a pas d'adultes. Comment les plateformes peuvent faire pour mieux lutter contre le cyberharcèlement?
qu'ils endossent leurs responsabilités. Aujourd'hui, la protection des mineurs n'est pas la priorité des plateformes numériques. Or, nier ou être dans le déni ou ne pas prendre conscience que les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ont un impact dans la vie des jeunes, c'est déjà analyser qu'à moitié le problème. Aujourd'hui, on ne peut plus nier. Les contenus en ligne, les personnes influentes en ligne ont un véritable impact sur la vie des jeunes. Mais pas que sur la vie des jeunes d'ailleurs, sur les adultes aussi. Et donc, les plateformes numériques ont une responsabilité sur ce qu'ils véhiculent. Et donc, ça vient parler de leurs algorithmes. Il n'y a pas que les plateformes numériques, et j'aimerais qu'on parle, parce qu'on oublie souvent, les fournisseurs d'accès à Internet, que sont Orange, etc. Et ils ont également leur part de responsabilité. Ils vendent des forfaits aux adolescents, ils ont leur part de responsabilité. Il ne s'agit pas que d'encaisser les profits et de ne pas s'occuper des dégâts que l'on peut causer dans la société. Mais comment les fournisseurs d'accès à Internet pourraient agir contre ça? Alors, ils le font, je ne dis pas qu'ils ne le font pas. Ils le font avec le contrôle parental, qui d'ailleurs depuis peu est mis par défaut sur les téléphones avec les forfaits. Donc ça, voilà. Mais les contrôles parentaux, comme c'est bien dit, il ne faudrait pas croire que mettre un contrôle parental va protéger de tous les dangers les enfants. Ce n'est pas un contrôle à 100%. Donc déjà, ils le font. Et puis, il faudrait faire sûrement des ateliers de formation auprès des plus jeunes, mais aussi des parents. C'est leur public cible, ils gagnent de l'argent grâce à tout cela, ils doivent aussi être impliqués dans la prévention et l'éducation. Quels sont les facteurs qui poussent au cyberharcèlement? Alors, c'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'on aurait un profil type ou une situation type. Or, on le voit bien, même si notre Premier ministre a décrété lorsqu'il était ministre de l'Éducation qu'il y aurait 0 situation de harcèlement, on le voit bien dernièrement, ça a encore eu lieu et ça peut aller quand même jusqu'à la mort de nos jeunes. Donc aujourd'hui, le harcèlement tue. Et ça, voilà. Donc ça, cette réalité, je pense que tout le monde en a conscience. Et d'ailleurs, les parents en ont très peur. Oui, alors il n'y a pas de solution type, parce qu'il n'y a pas de profil. Aujourd'hui, on n'arrive pas à profiler un harcelé ou un harceleur ou un complice de harcèlement. C'est compliqué. Cela peut aller très vite. Le constat que l'on fait sur le terrain, c'est que ça arrive de plus en plus tôt. Le prendre au niveau du collège, c'est déjà trop tard. Il faudrait commencer en école élémentaire. Toute situation de conflit entre jeunes peut dégénérer très rapidement en harcèlement. Pourquoi ? Parfois, on a des raisons qui semblent futiles pour les adultes, mais qui pour eux, pour les jeunes générations, vont engendrer souvent des situations extrêmement délicates, notamment je vais parler de la question de la réputation. Le harcèlement, c'est on va mettre une rumeur sur quelqu'un. Et elle va se confirmer, et on va avoir une victime qui va vivre une situation de harcèlement, puisque tous les autres vont se greffer dessus, et ça va venir confirmer la réputation. Je pense notamment à toutes ces jeunes filles à qui l'on met une réputation. Elles ont toutes très peur quand j'interviens en établissement scolaire. C'est la première chose que nous disent les jeunes filles aujourd'hui, mais je parle dès les classes de 6e, c'est d'avoir une réputation. Si vous avez une réputation, comment voulez-vous exister dans votre collège ? Comment voulez-vous exister dans votre quartier ? Et aujourd'hui, ce que l'on constate auprès des plus jeunes, c'est que la question de la réputation d'une fille va jouer sur la question de l'honneur de la famille et de l'honneur du quartier. Donc on va bien plus loin. Et là, ça peut être des paramètres. Alors le paramètre, ça peut être tout simplement, on a vécu le cas par exemple l'an dernier, lorsque je suis intervenue sur un établissement scolaire d'Asnières, où une jeune fille de 11 ans avait tout simplement diffusé une vidéo sur TikTok où elle twerkait. Je suis également intervenue dans des lycées, dans d'autres villes, où j'ai des jeunes lycéens qui m'ont dit si une fille diffuse une vidéo où elle twerk, où elle se comporte mal, alors il est normal qu'elle subisse du cyberharcèlement. C'est normal, elle n'a pas à le faire. Vous voyez, on est sur ce genre de comportement où le numérique devait apporter une liberté. Aujourd'hui, elle contraint les jeunes à se comporter selon un modèle défini par certains. Est-ce que vous avez réussi à déceler la raison pour laquelle ils trouvent ça normal? Alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que là, on va parler de ce que font, de ce que voient et avec qui parlent les jeunes générations. Ils y passent beaucoup d'heures. D'abord, il y a avant et après la pandémie.
nous avons explosé en termes d'heures d'écran chez les plus jeunes au cours de la pandémie et au cours notamment du confinement. Ils sont retournés à l'école. Dans un premier temps, le constat des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires a été de retrouver des élèves apathiques. Et là, nous sommes sur une deuxième phase de constat où on retrouve des élèves très en colère. Très en colère, ils y passent beaucoup de temps. La question est de savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu regardes et comment cela t'influence-t-il. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, à la fois, il ne faut plus nier l'impact du numérique sur le cerveau des jeunes générations. Ne pas le prendre en considération, c'est laisser notre jeunesse être manipulée par des réseaux internationaux qui cherchent à développer leur vision. Je parle par exemple des contenus masculinistes. On a le pendant chez la femme qui est l'énergie féminine, et clairement, ils visent les jeunes générations. Et dans ces contenus masculinistes, on vient par exemple dire comment doit se comporter une jeune femme. Et si elle ne se comporte pas correctement, voilà comment tu dois lui répondre. Et souvent, il y a eu des appels au viol, des appels au meurtre. Il faut lui donner une leçon, il faut la violer, je vais venir te violer. La personne qui a harcelé, alors après il y a enquête, la jeune Samara, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé au viol. Elle a dit il faut la violer. Les jeunes générations, au collège, c'est ce qu'ils me disent, il faut violer. Comment les cerveaux peuvent être aussi perturbés pour en arriver là? C'est simple. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui passent bien plus de temps sur les écrans qu'à l'école ou à discuter avec leurs parents. Donc ils y passent des heures. Ils regardent des vidéos. Si l'on compile des vidéos de masculinistes, par exemple, qui appellent au viol, qui appellent à la vengeance masculine chez la femme, puisque la femme aurait pris trop de pouvoir, etc. Bon, je ne vais pas développer ce qu'est le mouvement masculiniste en ligne et toutes les idées prônées par ce mouvement masculiniste. Vous ajoutez cela à des vidéos pornographiques où la culture du viol est véhiculée. Ce sont les codes qui sont véhiculés sur les vidéos pédopornographiques. Donc vous ajoutez à cela des contenus violents tels que, en ce moment, on a les vidéos... Les cartels mexicains? Voilà, merci. Le cartel Mexico, qui vient d'expliquer que tu protèges ton territoire en te vengeant, en infligeant, enfin, en exerçant une expédition punitive vers un ennemi. Mais lorsque le constat que l'on fait sur le terrain, c'est lorsque vous avez des jeunes de 11 ans, par exemple, qui ont visualisé, qui passent des heures à regarder ce type de vidéos. Bien sûr que ça influence votre cerveau. Ça a un impact. Des études mondiales l'ont prouvé. Ça a un impact. Et il ne faut pas oublier, on a eu le confinement, mais ça vient supprimer des digues dans le cerveau. Et le passage à l'acte devient facile, désinhibé. On parle de violence désinhibée, je reprendrai les termes de nos politiques. Mais la violence, elle ne se désinhibe pas comme ça. Je rappelle aussi, et c'est important, que nous avons affaire à des cerveaux immatures. Ce sont des adolescents. La plasticité du cerveau est en cours de formation. Vous savez que l'esprit critique, c'est une des facultés du cerveau, ne se développe qu'à l'âge de 20 ans. Que demande-t-on à nos jeunes aujourd'hui? De résister à tout ça, de ne pas se laisser influencer. Si derrière, vous n'avez pas une éducation de la part de vos parents pour vous prémunir, pour vous prévenir, eh bien, vous êtes un enfant qui s'élève grâce aux réseaux sociaux. Comment sensibiliser au danger du cyberharcèlement? Il y a on va retenir 3 éléments importants, mais que devrait faire tout parent et que devrait mettre en place l'éducation nationale. C'est l'empathie, la gestion des émotions, puisqu'il s'agit de la question de la colère. Voilà, vous reprochez quelque chose à quelqu'un, pourquoi vous n'allez pas discuter? Donc voilà, c'est quelle émotion je ressens, pourquoi cette colère, pourquoi j'en veux à telle personne, mais que peut ressentir aussi l'autre personne de l'autre côté, c'est très important aujourd'hui. L'empathie, l'esprit critique, c'est-à-dire l'analyse critique de la situation, un rappel à la loi aussi, c'est un délit aujourd'hui, il faut rappeler. Donc ce n'est pas une infraction, nous sommes passés au niveau du délit. Au niveau du délit, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes
qui non seulement peuvent se retrouver à payer des amendes, donc ça ce seront les parents, mais ils peuvent se retrouver aussi avec des mesures éducatives disciplinaires. Donc c'est important, c'est un délit. Donc il faut rappeler la loi. Il faut donc avoir une analyse critique de la situation et de son propre comportement. En quoi je participe à une telle situation? Troisièmement, il faut apprendre à gérer les conflits. Ça fait partie aussi des compétences attendues au XXIe siècle. Pour résister à toute cette violence en ligne, à toute cette désinformation, donc je parle de la haine en ligne, il faut pouvoir savoir gérer ses émotions, avoir une analyse critique, mais aussi pouvoir gérer les conflits. Et ça, c'est très important, ce sont des compétences que l'école peut transmettre et développer auprès des plus jeunes pour que demain, ils puissent faire société. Sur la question des plaintes, on constate que certaines plaintes ne sont pas prises en compte, surtout quand c'est en rapport avec le harcèlement, ce qui peut pousser certaines victimes à ne pas en parler. Ça a quand même changé la situation. On n'en est plus là. C'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, effectivement, lorsqu'un enfant vit une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement, notamment sur la question du cyberharcèlement, par exemple, effectivement, il faut préconiser déjà une capture d'écran. C'est une preuve. Ensuite, il faut aller au commissariat porter plainte. Il faut savoir qu'on ne peut pas vous refuser la prise de cette plainte. C'est interdit. Ce n'est pas une main courante qu'il faut déposer, c'est une plainte. Et là, je crois que tous les commissariats sont formés à cela. Après, la question, en réalité, c'est le temps de la justice. Aujourd'hui, entre la situation qui est vécue et si la justice doit être saisie, elle est bien trop longue. Et en attendant, on ne règle pas la situation de harcèlement. Autre chose, s'il s'agit du cyberharcèlement avec des contenus haineux, que ce soit sous forme de messages haineux ou de vidéos, photomontage, etc., il faut absolument exiger que les plateformes les retirent. C'est une obligation des plateformes. Et pour ça, vous pouvez être aidé par Pharos ou l'association e-enfance, qui peuvent venir en aide aussi bien aux jeunes. Si les jeunes ne veulent pas en parler à leurs parents, ils le peuvent en appelant e-enfance. Voilà, c'est important, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il faut s'en saisir. Je voudrais juste appuyer sur quelque chose. Il faut absolument signaler. Il faut bloquer les personnes, signaler les personnes, porter plainte. Lorsque vous signalez et bloquez, vous obligez les plateformes à agir. Parce que les plateformes, il ne faut pas oublier, c'est qu'ils doivent rendre compte chaque année, notamment aux députés et aux sénateurs, de ce qu'ils font. Pour m'être entretenu avec notamment Snapchat, je peux vous dire que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de signalements, ils disent que donc leur plateforme protège les enfants. Ils ne rencontrent pas de situation, ce qui est faux. Donc j'invite vraiment tous les jeunes à ne pas hésiter à signaler. Peu importe si les jeunes me disent « mais ça ne sera pas à grand-chose ». Oui, mais le fait d'appuyer sur le bouton, si vous êtes tous à appuyer sur le bouton, ils devront rendre compte à nos politiques. Et c'est nos politiques qui les obligeront ensuite à travailler sur des solutions beaucoup plus pertinentes. Donc là, on vient de parler d'une chose, c'est de la responsabilité. Je tiens à le signaler, c'est la préconisation recommandée par les institutions internationales là-dessus. On a offert aux jeunes générations une grande liberté d'être sur les réseaux sociaux. C'est quand même une opportunité, une grande liberté. Il n'y a pas de police d'Internet comme dans la vraie vie, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va siffler un mauvais enfant qui va envoyer du contenu haineux. Ça n'existe pas, c'est un signalement. Donc voilà, ce n'est pas aussi simple que ça. Du coup, les parents ne peuvent pas être derrière, constamment. Même s'ils mettent un logiciel espion, ce que je connais, beaucoup de parents décident de le faire, nous avons quand même des enfants qui aujourd'hui vont développer des stratégies de contournement. Donc voilà, là, on ne règle pas le problème, on ne le règle pas. Par contre, si on éduque les enfants, et les parents peuvent le faire, à leur responsabilité, c'est de dire, je te donne un téléphone, tu as un accès à Internet, je ne peux pas être derrière toi. Il faut le dire ça, je ne peux pas être derrière toi, je ne peux pas te protéger des dangers. La question n'est pas de savoir si tu vas être confronté à un danger ou pas, c'est quand tu vas être confronté. Parce que nous le savons, ils vont être systématiquement confrontés.
Donc en attendant, que peut faire un parent, en plus d'échanger sur l'empathie, etc., c'est d'expliquer à son enfant, tu es responsable, je te donne ce téléphone, je te donne cet accès à Internet, tu as une part de responsabilité, parce que je ne peux pas être derrière toi, ce qui est une réalité. Il faut responsabiliser les jeunes à la conséquence de leurs actes sur les réseaux sociaux le plus tôt possible. Quelles sont les techniques déjà expérimentées qui limitent au maximum le cyberharcèlement? Alors moi, je vais vous parler du coup de mon expérience et de mon expertise, puisque j'ai développé une méthodologie d'intervention dans les établissements scolaires. Lorsque je prends des classes, d'abord, je fais un étayage éducatif sur ce qu'ils vivent en ligne. Ensuite, j'ai une connaissance de cet écosystème que je vais leur transmettre. Parce que d'expliquer la première question que vous posent les jeunes générations, c'est qu'ils ne savent pas comment et pourquoi. Comment marche un réseau social? Ce n'est pas parce que tout le monde y est que tout le monde sait comment ça marche. Il faut expliquer ce qu'est un algorithme, ce qu'est une bulle informationnelle, pourquoi des contenus haineux arrivent sur les comptes des enfants et non pas sur le compte des parents, parce que c'est une réalité, d'expliquer tout cet environnement numérique, ça fait partie de la culture à avoir, à maîtriser, et encore plus maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc, d'une part, c'est cela, et deuxièmement, c'est dans mes interventions, je développe l'empathie. On passe un temps à poser des mots sur les émotions, parce que ce n'est pas évident pour des jeunes d'aller dire à 11 ans je suis en colère, j'ai peur, il n'a pas le droit, enfin, voilà, etc. Le rappel à la loi, l'analyse critique de la situation, et puis la résolution entre pairs. Aujourd'hui, l'éducation nationale a du mal à résoudre ces affaires. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent de ce qui se passe sur les réseaux. Le mieux, c'est d'impliquer les jeunes. Et c'est ce que je fais. C'est d'ailleurs leur responsabilité. Ils vont trouver une solution entre pairs. Et on va mettre tout le monde d'accord. Prenons une classe, si on met tout le monde d'accord. Vous, en tant qu'adulte, vous n'êtes pas là sur les réseaux avec eux. Il faut trouver une solution où vous allez impliquer tout le monde. C'est-à-dire que vous allez impliquer les spectateurs, ceux qui disent rien, les complices, ceux qui partagent, ceux qui diffusent, ils sont complices. Mais surtout, vous allez aider à changer de position le harcelé, mais aussi le harceleur. Et ça, souvent, on l'oublie. Parce que depuis 15 ans que j'interviens, le nombre de fois où j'ai entendu des harceleurs me dire « Mais moi, j'en ai marre, en fin de compte, j'aimerais ne plus faire subir de violence. » Mais c'est souvent parce qu'ils sont soutenus par d'autres personnes et donc ils apparaissent comme des personnes populaires et ils ont l'impression qu'on les a enfermés dans un cycle infernal. Donc il nous faut travailler avec tout le monde en développant la responsabilité de chacun, à œuvrer à une solution pérenne. Comment on pourrait faire pour impliquer tout le monde? Il faudrait déjà former les professionnels à cet écosystème, à la réalité des dangers en ligne, parce que c'est méconnu de beaucoup de professionnels, notamment de l'éducation nationale. Peut-être faudrait-il mettre des personnes, en tout cas des personnes référentes, qui interviendraient systématiquement dans les classes. Il y a le choc des savoirs, ce que nos politiques nous disent, mais aujourd'hui, il y a la nécessité, c'est même plus une nécessité, c'est une urgence, à éduquer les jeunes générations à un savoir-être. Il en va de notre société. Comment allons-nous faire société si nous ne partageons pas un savoir-être commun? Eh bien, il faut consacrer du temps à cela. Alors, l'éducation civile et morale, pourrait s'en charger. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. La France accuse un retard par rapport en la matière. D'autres pays s'en sont déjà saisis depuis des années. Il n'y a pas que le répressif qui marche. Aujourd'hui, ce que nous manquons cruellement, c'est de prévention, d'éducation et d'une vision là-dessus. Selon vous, est-ce que les psychologues sont assez armés et formés pour lutter contre le cyberharcèlement? Il faudrait vraiment informer tout le monde. La question des dangers en ligne, souvent on va vous parler du cyberharcèlement, on a parlé de la pornographie en ligne et puis c'est tout. Mais combien savent-ils comment ça marche? Combien savent-ils combien d'heures passent les jeunes générations?
Savent-ils décrire les contenus qu'ils voient et quels sont les impacts? Et c'est tout ça qui manque. Aujourd'hui, nous n'avons pas formé la population à agir contre la menace. Il y a un rapport parlementaire qui dit, d'un général de l'armée, où étaient évoquées toutes les menaces, sur la menace numérique, il est dit il faut aujourd'hui que les Français pensent l'impensable. Et oui, parce que tous ces contenus, c'est de savoir pourquoi et comment ça arrive. Qui sont derrière ces contenus et pourquoi sont-ils diffusés en masse sur les comptes des jeunes générations? Que se passe-t-il? Je rappelle que nous sommes en guerre et que la guerre, aujourd'hui en Ukraine ou autre, elle ne se fait pas que sur le terrain. Elle existe en ligne. Comment on hack le cerveau des jeunes générations? Le président chinois a interdit les jeux vidéo et les réseaux sociaux dans la semaine aux jeunes chinois en disant je protège le cerveau des jeunes chinois. C'est une réalité. C'est penser l'impensable. Si vous avez un enfant de 15 ans, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de lui interdire ou de lui supprimer les réseaux sociaux? Alors déjà, on devrait déjà appliquer l'interdiction aux moins de 13 ans. Voilà. La France peut voter des lois, comme elle l'a voté, l'interdiction aux moins de 15 ans. Nous ne pourrons pas agir sur les plateformes numériques, le pays ne pourra pas agir, c'est une action européenne. Et le Digital Act Service qui a été mis en place vise à cela. Donc il faudrait déjà que l'Union européenne puisse appliquer. C'est quoi le Digital Act Service? C'est justement de demander aux plateformes numériques de rendre compte notamment sur la question des dangers pour les mineurs en ligne, de faire ce constat et de demander aux acteurs du numérique, des plateformes numériques, de mettre en place des solutions pour protéger les mineurs et notamment par exemple, interdire leur inscription sur les plateformes avant 13 ans. Je rappelle que l'âge de 13 ans, c'est uniquement parce qu'on peut récolter les données sans autorisation des parents. C'est tout, hein. Mais ça ne servira pas les... On va dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas leur priorité. Nous avons affaire à un défi qui est la suprématie technologique. C'est une question géopolitique. C'est-à-dire que nous avons deux pays qui se disputent cette suprématie technologique, qui est la Chine et qui est les États-Unis. Je rappelle que toutes les plateformes numériques sont principalement américaines et que TikTok est chinois. Et que les États-Unis viennent de voter une loi pour interdire éventuellement TikTok, non pas pour la question des dangers, mais uniquement pour la question des données. Voilà, donc c'est très important de comprendre que tout cela s'inscrit sur une dimension géopolitique. L'interdiction, elle existe déjà, mais c'est plus les jeunes qui la contournent, non? Alors si c'est une interdiction, dans ces cas-là, que les plateformes numériques assument leurs responsabilités et le fassent. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont des intérêts à avoir nos jeunes inscrits sur les plateformes. Non, ils peuvent effectivement changer juste. D'ailleurs, les jeunes vous le disent. Moi, j'ai essayé, j'ai vu que ça ne marchait pas à telle année de naissance, j'ai mis l'année de naissance de mon père, ou j'ai essayé. Bon, ils ont scrollé la petite roulette. Tout est ludique. À quel moment voulez-vous que les jeunes générations prennent conscience qu'ils sont en train d'enfreindre un interdit? Puisque tout est ludique. Non, ils pensent qu'ils ont gagné le Graal, voilà, que le coffre s'ouvre, ils ont réussi la combinaison magique et hop, ils peuvent être inscrits en ligne. Mais ça fait des années qu'on demande à ce que les plateformes agissent. Ils peuvent. Pourquoi ne le font-ils pas? Comment pourraient-ils réagir? Mais ça, c'est leur travail, à chacun son job. C'est pas le mien. Leur job, ils l'ont. Quand on en est à développer l'intelligence artificielle générative, pensez-vous que les plateformes numériques ne sachent pas le faire? Pensez-vous que les ingénieurs du numérique ne savent pas le faire? Non, ils ne veulent pas pour l'instant. Ce sont leurs compétences, mais ce sont leurs responsabilités. On ne peut pas imputer la responsabilité à chaque fois aux jeunes générations et aux parents. C'est pas possible, on va aller vers quelle société? Nous sommes sur une responsabilité partagée.
Elle est à la fois les plateformes numériques et les fournisseurs d'accès à Internet, elle est à la fois pour les pouvoirs publics, elle est à la fois pour les parents et à la fois pour les enfants. Mais dire que tout repose sur les jeunes, mais c'est ne pas assumer la responsabilité, notre responsabilité en tant qu'adultes, la responsabilité des plateformes. On ne peut pas tout remettre et trouver un coupable. C'est facile de dire que ce sont les parents qui n'y arrivent pas, qui ne sachent pas éduquer. C'est trop facile. Je rappelle juste que ces plateformes numériques encaissent des milliards. Encaissent des milliards. Le ruissellement, on ne le voit pas tellement. Il pourrait aussi participer à l'éducation des jeunes générations. Avec les IA, on pourrait détecter l'âge des utilisateurs, mais ça serait illégal parce qu'on n'a pas le droit de collecter les données des utilisateurs de moins de 13 ans. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas d'algorithme qui fait ça. Mais c'est déjà fait, ils le savent. C'est ce que je dis aux jeunes générations, c'est vous pensez bien que l'algorithme de TikTok, de Snap, d'Insta, de tout ce que vous voulez, ne savent pas que vous avez moins de 13 ans. Aujourd'hui, les algorithmes savent qui vous êtes, ce que vous aimez, si vous êtes un garçon, une fille, quelle est votre religion, quelles sont vos idées politiques, quelles sont vos préférences, quelles sont vos émotions. Donc vous pensez qu'ils ne savent pas? Mais je vais parler également des jeux vidéo, parce qu'il ne faut pas exclure les jeux vidéo. La plateforme Twitch, c'est parfaitement. Ils le savent, mais ils récoltent les données. Bien sûr que c'est déjà fait. Le numérique a beaucoup d'avance sur ce que la plupart des gens pensent. Quand je vous dis ils ont hacké le cerveau, mais ils n'ont pas hacké que le cerveau de nos jeunes. Peut-être que nous-mêmes, nous nous sommes fait hacker. On ne le saura probablement jamais. Je ne sais pas, ça c'est une vision pessimiste. Tu penses qu'on sera manipulé, qu'on est manipulé et qu'on le sera? On est plus influencé que manipulé, même si ça revient à peu près au même. Il y a quelques années, on parlait d'influence. Aujourd'hui, on peut parler de manipulation. Et on l'a vu notamment sur... il n'y a plus de doute à avoir lorsque Trump a été élu. N'oublions pas, Cambridge Analytica, c'est la manipulation des votes. Ce n'est plus de l'influence. Par rapport aux données, je voulais rajouter que sur Twitter, ils nous donnent un âge par rapport aux données qu'ils ont connectées sur nous. Donc ils le font déjà. Selon vous, que doit faire l'éducation nationale pour lutter contre le cyberharcèlement? La question que peut-on faire, c'est aujourd'hui, il nous faut une vision politique. Il nous faut une véritable vision politique pour mettre en place une politique publique. Il nous faut former d'abord les jeunes générations aux compétences attendues du XXIe siècle, à un savoir-être et aussi aux compétences pour agir, pour pouvoir faire du numérique une opportunité. Il ne s'agit pas d'interdire et de laisser les jeunes Français à la ramasse derrière. Il nous faut les préparer. Pour ça, il faut revoir peut-être les contenus scolaires. C'est la mission de l'école, de préparer les jeunes à leur devenir professionnel, mais aussi à leur citoyenneté. Donc ça, il faudrait une véritable vision. Et pour l'instant, on n'en est pas là aujourd'hui. On n'est qu'en réaction. On n'est qu'en réaction, on n'est ni dans la prévention, ni dans l'éducation. On est uniquement sur promulguer des lois qui visent à punir, à interdire. Bon, voilà, on est dans un espèce d'autoritarisme, on est plus dans une vision d'éducation, de bienveillance. Tout ça, nous l'avons perdu, on a l'impression qu'on le perd. Moi, cela m'inquiète. Et il faudrait aussi rendre il faudrait former donc les enfants, mais il faudrait avant tout former les professionnels. Comment peut-on croire que tous les professionnels sont formés à cette question, qui est une question en évolution, je répète. Ce n'est pas parce que vous avez 30 ans que vous maîtrisez le numérique. Entre-temps, le numérique a évolué. Pourquoi ne répond-on pas à la question de l'intelligence artificielle générative et de ces chatbots? Les jeunes générations l'utilisent. Moi, je suis catastrophée quand j'ai des élèves qui me disent « ça ne marche pas ». Ah bon? Pourquoi ça ne marche pas, ChatGPT? J'ai posé la question et j'ai eu 0. Eh bien moi, ça m'inquiète. Mais comment as-tu posé la question? Qu'est-ce qu'un prompt? Il faut absolument l'utiliser. Plutôt que d'en avoir peur, plutôt que de se dire
Bon, cela, on verra plus tard. Eh bien, apprenons à nos enfants, aux jeunes générations, à savoir l'utiliser. On verra bien ce que ça donnera, mais ne prenons pas de retard. Mais formons les professionnels pour ça. Vous savez, ce n'est pas très compliqué de former des professionnels à s'intéresser à l'impact du numérique, à cette révolution. Ne pas se dire que les réseaux sociaux, ça ne nous regarde pas. C'est parce que c'est en dehors du cadre scolaire. Non, ça formate les jeunes. Former à la fois les professionnels qui sont en lien avec les enfants, former les enfants, trouver donc un savoir-être, à la citoyenneté numérique et apporter une information à la population. On ne peut pas demander l'impensable aux parents. Les normes éducatives ont changé. Qu'attendons-nous pour nous adapter à ce changement? Avec l'avènement des IA qu'on constate en ce moment, comment lutter contre les deepfakes ou l'harcèlement via IA et comment rassurer les victimes? Alors déjà, les deepfakes, ça existe depuis longtemps. Moi, des élèves m'en parlaient déjà il y a quelques années. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous pouvez promulguer une loi, bon, voilà, très bien, en disant c'est interdit, ok. En attendant, comment fait-on? On éduque, on prévient, on responsabilise. La question pour les jeunes générations d'utiliser ces nouveautés, oui, vous pouvez l'utiliser à mauvais escient. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Parce que c'est votre société que vous construisez. Dans quelle énergie tu t'engages? Là, tu ne fais pas du numérique une opportunité. Ce que j'entends de plus en plus, c'est qu'il est facile de gagner de l'argent grâce aux arnaques liées à Internet. Pourquoi je parle de ça? Créer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle, des vidéos qui vont nuire à une personne. Vous l'envoyez et vous faites du chantage. C'est déjà à l'œuvre sur des jeunes générations. C'est déjà à l'œuvre. C'est comment on arrive à endiguer le début de ces violences. Vous voyez, quand je vous disais, nous sommes toujours en réaction. Mais il est urgent de former, mais dès les écoles élémentaires, les jeunes générations, de les préparer. Nous ne sommes pas la Chine, donc nous n'allons pas interdire un accès à Internet. Nous sommes un pays démocratique. Préparons les nouvelles générations. Il faut préparer. Ou alors, nous allons promulguer encore des lois et encore interdire, alors que d'autres pays éduquent. Je fais référence par exemple à ce pays que peu de gens connaissent sur le plan du numérique, qui est l'Estonie. L'Estonie éduque toutes les jeunes générations dès les écoles élémentaires. Fait un véritable travail auprès des élèves. L'Allemagne s'en est déjà saisie, notamment dès les écoles élémentaires, en travaillant sur le bien-être, parce que toutes ces questions, en réalité, sont liées à la question de la santé mentale. C'est-à-dire, que pensent nos jeunes? Comment le vivent-ils? Comment se fait-il que nous avons des jeunes qui vont poignarder d'autres jeunes? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors les uns vous diront, oui, il n'y a pas d'augmentation de la violence, ce n'est pas vrai. Peu importe. Les faits sont là. Nous avons également une augmentation des faits d'agression sexuelle. Alors un coup, on dit oui, ce sont des faits divers. Non, ce sont des phénomènes de violence qui touchent les jeunes générations. L'Allemagne, alors ce n'est pas un phénomène propre aux Français, je tiens à le dire, parce qu'il ne faudrait pas penser que seul notre pays est confronté à cette augmentation de la violence. Tous les rapports mondiaux disent clairement qu'il y a une augmentation des violences dans toutes les sociétés, mais encore plus dans les sociétés démocratiques. L'Allemagne, pour y remédier, a mis en place, dès les écoles élémentaires, des séances de bien-être. Quel est l'intérêt de travailler sur la question du bien-être des jeunes et de la santé mentale? Eh bien, c'est de travailler sur tout ce qu'ils peuvent voir, tout ce qu'ils peuvent entendre, tout ce qui peut les influencer, sur leur empathie, mais surtout, comment vont-ils? Comment on peut vous aider? En parler, poser des mots, c'est une première chose, ça ne coûte rien. C'est juste revoir. Nous ne pouvons plus éduquer comme on éduquait au 19e siècle, au 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Il est temps de s'adapter. Les jeunes générations s'en saisissent. Moi, je suis ravie parce qu'il se passe plein de belles choses sur les réseaux sociaux.
mais j'aimerais qu'un maximum de jeunes puissent s'en saisir. J'aimerais qu'un jeune qui ne soit pas très bon à l'école, c'est pas grave, grâce au numérique, tu peux œuvrer et tu peux te construire un devenir professionnel. Tu peux. C'est quand même ça l'opportunité du numérique. Alors plutôt que de regarder toutes les violences et de se dire qu'il faut bannir, non, à un moment donné, il faut former.